Il est 20h30 à Paris. On va plus loin ce soir avec Marc Semo, collaborateur au Monde et chroniqueur à Challenge. Merci d'être avec nous. En face de vous, Julien Chida, chroniqueur international ici à France 24. Merci également. Sur terre, en mer et dans les airs, 26 pays sont prêts à soutenir militairement l'Ukraine en cas de cessez-le-feu. C'est l'annonce faite par Emmanuel Macron à l'issue du sommet de la coalition des volontaires qui se tenait à Paris. Comment assurer la sécurité de l'Ukraine en cas de cessez-le-feu? C'était tout l'enjeu de ce sommet de la coalition des volontaires qui se tenait à l'Elysée. Les contours d'un soutien à Kiev se précisent. 26 pays essentiellement européens se disent prêts à s'engager comme force de réassurance. Nicolas Chamontin. La coalition des volontaires au travail, au palais de l'Elysée. Au cœur des discussions, les garanties de sécurité apportées à l'Ukraine après la guerre. À la sortie de la réunion, Emmanuel Macron précise l'engagement des alliés de Kiev. Nous avons aujourd'hui 26 pays qui formellement se sont engagés à déployer comme force de réassurance des troupes en Ukraine ou à être présents sur le sol, en mer ou dans les airs. Parmi ces 26 contributeurs, la France bien sûr, mais aussi l'Allemagne ou la Pologne. Le backstop, c'est-à-dire le filet de sécurité américain, doit quant à lui être finalisé dans les jours à venir. Selon le président français, Washington a été très clair sur sa participation. Mais pour l'heure, la guerre se poursuit et aucune négociation de paix n'est encore en vue. Pour y parvenir, les volontaires ont décidé de coordonner leurs sanctions avec Washington et d'en adopter de nouvelles si Vladimir Poutine continue de refuser de discuter. Volodymyr Zelensky, lui, ne cesse de réclamer une rencontre avec son homologue russe. Je pense que la Russie fait tout pour retarder cela. Nos partenaires américains nous ont dit que Poutine m'avait invité à Moscou. Je crois que si vous ne voulez pas que cette rencontre ait lieu, c'est exactement ce qu'il faut faire. De son côté, la Russie rejette toute intervention étrangère en Ukraine et les garanties de sécurité demandées par Kiev. Mercredi, Donald Trump a assuré que quelque chose se passerait si Moscou ne répondait pas à ses attentes. Julien Chida, ces garanties de sécurité, il faut le rappeler, elles incluent une logique de cessation des combats, puisque elles seront mises en place dès lors qu'il y aura un cessez-le-feu ou en tout cas un accord de paix, sauf que l'heure n'est pas à faire taire les armes. Effectivement, c'est bien de penser à l'après, on ne peut pas leur en vouloir, mais il faudrait déjà résoudre le maintenant, et c'est la question la plus compliquée, c'est l'équation la plus compliquée à résoudre à l'heure actuelle, car effectivement, eh bien, Moscou, on le sait, ne recherche ni la paix, ni même un cessez-le-feu. Sur le terrain, les troupes de Vladimir Poutine continuent de grignoter jour après jour des kilomètres carrés de territoire ukrainien. Donc on n'est pas vraiment dans la position d'un quelqu'un qui souhaite négocier. Et puis Vladimir Poutine a encore affirmé lors de ce sommet à Tianjin ces derniers jours que Moscou poursuivrait ses objectifs militaires, je le cite, jusqu'au bout, au cas où un cessez-le-feu ne serait pas trouvé. Mais en fait, Moscou ne cherche même pas de cessez-le-feu. L'objectif de Vladimir Poutine, l'objectif de la Russie, il est affirmé, il a encore été redit ces derniers jours, eh bien, c'est la capitulation simple et nette de Kiev, de l'Ukraine, et la conquête territoriale de tout le territoire ukrainien par Moscou. Et d'autant que je vous parlais donc à l'instant du sommet qui a eu lieu en Chine avec Xi Jinping, eh bien, Vladimir Poutine sort renforcé en quelque sorte à l'international, justement, avec cette parade militaire, ces jours passés aux côtés du président chinois Xi Jinping. Et du dirigeant nord-coréen. Et du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, évidemment, ne l'oublions pas. Poutine sort renforcé. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il y avait une sorte de groupe anti-occidental qui s'est reformé là-bas en Chine, avec cette posture très, très virile, très martiale, notamment affirmée par le président chinois, donc qui a visé et l'Occident et surtout Donald Trump qui ne cesse de tenter de s'opposer à la Chine. On l'a vu ces derniers mois avec cette guerre commerciale et ces droits de douane qui filaient à toute vitesse avant que Donald Trump ne rétropédale. Donc voilà, on a vu ce Vladimir Poutine aux côtés de Xi Jinping s'affirmer justement contre l'Occident. Il n'a aucun intérêt, si on voulait se mettre dans sa tête, et Dieu sait si c'est difficile, aucun intérêt à lâcher du lest d'ores et déjà. Et puis, juste pour l'anecdote, Sergueï Lavrov, son chef de la diplomatie, a redemandé, ou plutôt à tenter de ordonner plutôt à la communauté internationale de reconnaître les 4 oblasts que la Russie occupe
militairement, partiellement militairement, précisons-le évidemment, une reconnaissance totalement farfelu du côté pour la communauté internationale. Mais voilà, la Russie reste inflexible et à l'heure actuelle n'a aucun intérêt à avoir un cessez-le-feu. Partir de l'hypothèse d'un cessez-le-feu, Marc, alors qu'un cessez-le-feu n'est pas possible à l'heure actuelle. Surtout, tout ça est très juste, mais la vraie question, c'est que Poutine a déjà dit clairement qu'il est hors de question qu'une force internationale de l'OTAN, ou liée à l'OTAN, sur le sol ukrainien. La ligne de la Russie, c'est l'Ukraine pas dans l'OTAN et pas d'OTAN non plus en Ukraine. Et donc, le fait qu'il puisse y avoir une telle force de réassurance après un cessez-le-feu, une raison de plus de ne pas signer le cessez-le-feu. Et de faire traîner les choses et de dire non, pas de cessez-le-feu, mais une paix, ça peut durer des négociations pendant des années, comme ça s'était passé avec la Corée, comme ça s'était passé avec le Vietnam. Et donc là-dessus, au contraire, de ce point de vue-là, l'annonce de la force de la réassurance a plutôt un effet opposé à celui recherché. Parce que c'est quoi l'idée? Alors bon, là, c'est à la fois très concret, maintenant, un peu plus, et très virtuel. Très concret, parce qu'on sait, il y a 26 pays qui iront. Même si on ne sait pas précisément lesquels. On ne sait pas encore précisément lesquels, mais on sait déjà ceux qui n'iront pas. On sait aussi que il y aura des troupes au sol. On a déjà plus ou moins l'idée d'où ils seront déployés. On a même une idée du nombre qui devrait être entre 15 000 et 20 000 hommes. Mais en même temps, c'est totalement virtuel, parce que ça dépend du cessez-le-feu. Et surtout, fondamentalement, il y a l'immense inconnu de qu'est-ce que feront les États-Unis. Très concrètement, la réunion de Paris visait avant tout d'abord à montrer à Donald Trump que, comme il l'avait demandé après le sommet à Washington qui avait suivi la rencontre entre Trump et Poutine et Anchorage, les Européens étaient prêts à assumer leurs responsabilités. Mais voilà, donc cette garantie américaine est fondamentale, non pas uniquement pour le renseignement ou techniquement pour la logistique et tout, mais parce que c'est la sécurité de cette force de sécurité. Pourquoi? Parce que cette force, pour appeler un chat, Emmanuel Macron l'avait dit, c'est une signalation stratégique. C'est-à-dire, ce n'est pas ces 15 000 hommes qui vont changer la donne militaire sur le terrain. Mais par le fait qu'ils sont là, et que si la Russie réattaque, ils sont visés. Ça veut dire l'affrontement direct entre la Russie et ces pays-là, CQFD, l'OTAN. Et c'est ça la signalation stratégique. On peut imaginer, avec certitude, que si cette troupe est déployée, parce qu'elle peut être déployée, Poutine n'a rien à dire pour l'Ukraine est souveraine, elle peut, avant même le cessez-le-feu, ce qui serait peut-être mieux d'ailleurs, déployer cette troupe. Donc c'est les déployer, évidemment qu'il va la tester. Il va la tester pourquoi? Pour voir jusqu'à quel point les Européens sont déterminés à réagir, et surtout jusqu'à quel point cette garantie américaine, ce second filet, ce snapback, est efficace. Donc il faut aussi être conscient de ça. C'est-à-dire, ça ne sera pas une promenade de santé, ça va être un déploiement à risque, voire même à haut risque. Et je terminerai là-dessus. Juste un exemple, on a vu ce qui s'est passé avec les 2 démineurs danois qui ont été tués au nord de l'Ukraine aujourd'hui. C'est, je pense, pas une coïncidence que ça ait eu lieu maintenant, c'est un avertissement sur le fait que d'une manière ou d'une autre, y compris avec des moyens de guerre hybride, sans dire que c'est directement eux, les Russes vont tester cette force. Donc ce n'est pas une promenade de santé, c'est véritablement une opération militaire très sérieuse. Ce que tout le monde le sait, ce qu'on évite de trop dire, parce que les opinions publiques, alors dans certains pays comme l'Allemagne ou l'Italie, elles sont diamétralement opposés, etc. En France, c'est plus mesuré, mais malgré tout, les quelques études qu'il y a eu montrent que la majorité des Français n'est pas pour, et c'est valable. On soutient l'Ukraine, mais pas forcément jusqu'à aller à une intervention et à déployer des troupes. Donc voilà, pour toutes ces raisons, on est encore dans un monde qui est quand même très virtuel. Julien, Marc le rappelait, c'est que cette coalition des volontaires, cette réunion à l'Élysée aujourd'hui, c'était clairement aussi un message à Donald Trump de dire... Voilà, nous, on a fait notre part du contrat, on a rempli notre part du contrat. Maintenant, c'est à vous de remplir la vôtre et de montrer comment vous allez nous aider, comment vous allez soutenir l'Ukraine et nous renforcer, nous aider. Effectivement, vous avez tout à fait raison, sauf que vous avez en face un certain Donald Trump qui a un tempérament totalement imprévisible. Aujourd'hui, on est le 4 septembre, il se dit mécontent de l'attitude va-t-en-guerre de Vladimir Poutine, il se dit plutôt critique à l'égard de la Russie. Le mois dernier, c'était plutôt l'inverse. Il était plutôt sans dire qu'il était pro-russe, mais il soutenait plus ou moins Vladimir. Enfin, je mets de gros guillemets. Il soutenait plus ou moins la position russe et critiquait ouvertement le président ukrainien qu'il allait parfois même jusqu'à qualifier entre guillemets d'illégitime, puisque son mandat, on le sait, c'est terminé. Mais voilà, avec Donald Trump, en fait, c'est toujours ou blanc
ou noir, et en fait on ne sait jamais vraiment sur quel pied danser. Alors vous imaginez quand vous faites de la diplomatie avec des tempéraments comme ça, il y a de quoi s'arracher les cheveux, et c'est sur quoi butent évidemment les partenaires européens. Donc aujourd'hui la balance elle penche en faveur des Ukrainiens et des Européens, donc tant mieux pour eux, tant mieux pour nous, mais on ne sait jamais évidemment si Donald Trump continuera sur cette position. Aujourd'hui nous sommes le 4, demain dans 24 heures ou dans 48 heures, est-ce que Vladimir Poutine ne fera pas quelque chose qui fera pencher la balance du côté russe? Alors là-dessus, ça peut être au contraire un atout diplomatique. C'est ce qu'on appelle la théorie du fou, qui avait été maniée à l'époque de Nixon par Henry Kissinger, notamment pour obliger les Nord-Vietnamiens à négocier sur le thème, vous savez, il est très dangereux, il peut faire n'importe quoi. Et c'est un argument. Et Trump, quelque part, en joue aussi. Je pense qu'il est beaucoup moins irrationnel et beaucoup moins imprévisible qu'on ne le croit. Parce que si vous regardez, déjà en 6 mois, il y a un certain nombre de constantes, de fils rouges dans sa politique. Et notamment, alors par rapport à la Russie, c'est compliqué, parce qu'effectivement, au début, il était parti avec l'idée que la guerre en Ukraine était une gêne et qu'il fallait arriver à rétablir une relation avec la Russie. En tant que grande puissance, ce qu'ils appellent les États-continents, les États-civilisations, qui ont une vocation à régner sur un immense étranger proche. Ensuite, il a un peu changé. Il veut mettre fin à la guerre en Ukraine, sa crédibilité est en jeu. Il sait aussi qu'une défaite des Occidentaux en Ukraine aurait des conséquences terribles sur la crédibilité américaine, et y compris notamment en Asie, parce que tous ces théâtres de guerre sont imbriqués, on le voit y compris avec les Nord-Coréens présents sur le front russe, et là on l'a vu avec la parade à Pékin. Oui, donc, puis il était sorti aussi très optimiste. Donc on voit un certain nombre de fils rouges. Ce qui est important donc. aussi, par exemple, c'est que maintenant les Européens sont dans la boucle, ce qui n'était pas le cas au début. Donc tout ça est là. Ensuite, Trump peut encore beaucoup bouger, mais il y a toujours cet élément d'inconnu, du fait qu'il peut effectivement basculer dans un truc qui serait apparemment irrationnel. Et on ne peut pas exclure, de ce point de vue-là, c'est toujours été le pari de Volodymyr Zelensky, qu'il soit beaucoup plus déterminé et prêt à prendre beaucoup plus de risques que Joe Biden. Oui. Et je rappellerai juste pour finir... Alors que ce n'est pas sa guerre, parce que Donald Trump ne cesse de le répéter, que ce n'est pas sa guerre. C'est pas ma guerre, ce qui lui permettrait éventuellement de se retirer. Mais en même temps, c'est quand même une guerre des États-Unis. Et il faut juste rappeler... Une guerre qu'il voulait régler en 24 heures, on le rappelle. Ce que parfois Trump a fait, c'est que Barack Obama avait toujours refusé de livrer des armes à l'Ukraine. Lui, il l'avait fait. Et les Javelin, qui sont des missiles, notamment anti-chars, qui ont été utilisés en février 2022, c'était ceux qu'avait livré Trump. Alors pour ce qui est du soutien américain, c'est vrai que c'était assez flou par rapport aux annonces qui ont été faites aujourd'hui. On notera seulement l'optimisme du président français Emmanuel Macron. Écoutez. Nous finaliserons dans les prochains jours le soutien américain, mais il a été clair maintenant que l'ensemble des membres de la coalition des volontaires européens, mais aussi asiatiques, membres du Pacifique ou canadiens, ont pris leurs responsabilités. La deuxième chose, c'est que nous avons aussi décidé de coordonner nos actions en matière de sanctions primaires et secondaires pour être plus efficaces et arrêter l'effort de guerre russe. Alors on va parler des sanctions dans un instant, mais sur ce soutien américain, Marc, on voit qu'il reste clairement à définir. Alors Volodymyr Zelensky dit avoir évoqué avec Donald Trump la protection du ciel ukrainien, mais c'est vrai qu'au sortir de cette réunion de l'Élysée, on n'en sait rien. Il reste tellement à définir. Alors notamment, il y a cette hypothèse de la protection du ciel, ce qui est une très bonne chose, déjà pour les populations civiles. Ensuite, beaucoup de pays font dépendre leur participation de ça. C'est-à-dire s'il n'y a pas cette sécurité américaine qui dissuade les Russes, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Volodymyr Zelensky lui-même le reconnaissait à demi-mot dans la belle interview qu'il a donnée au Point cette semaine, où il dit, pour résister, l'Europe suffit, mais si on veut gagner cette guerre, si on veut arriver à construire quelque chose de durable, on a aussi besoin des États-Unis. En plus, là, pour le moment, cette coalition, c'est quand même très hétéroclite. Alors, il y a une phrase qu'on attribue au maréchal Foch, qui, à la fin de la Première Guerre mondiale, disait « Depuis que je dirige une coalition, j'ai beaucoup moins d'admiration pour Napoléon ». C'est-à-dire qu'une coalition, c'est quand même un chaos permanent, c'est des rivalités, c'est des trucs qui bloquent, l'impossibilité de réagir vite, l'impossibilité de se mettre d'accord. Donc, cette espèce de coalition, restons prudents. Et ensuite, un dernier élément, je ne veux pas faire le pessimiste de service, mais aussi bien Emmanuel Macron que Keir Starmer sont quand même politiquement en interne extrêmement affaiblis et peuvent perdre les prochaines élections au profit de forces populistes, donc plutôt pro-russes, et en tout cas hostiles à toute forme d'engagement en Ukraine. Et même Friedrich Merz,
qui est maintenant en train de devenir un peu l'homme fort de l'Europe, y compris par ses engagements très clairs par rapport à l'Ukraine et tout, et en politique intérieure quand même assez affaibli. Donc tout ça mis bout à bout, plus ces garanties américaines, parce que quand bien même on les donnerait, on n'est pas sûr qu'ensuite Trump irait jusqu'au bout. Voilà, tout ça, ça fait quand même beaucoup d'inconnues inquiétantes. Sur les inconnus précisément, Julien, il y a eu, donc, si on revient sur ces garanties de sécurité, cette fameuse force de réassurance qui a été annoncée. Emmanuel Macron a été clair, il s'agit de garantir la paix, non pas de déclencher une nouvelle guerre, une nouvelle agression contre la Russie. Il en a brossé, mais que très brièvement, les contours finalement de cette force de réassurance. Oui, c'est quasiment la seule annonce qu'on peut tirer de cette grande conférence. Alors, on va essayer d'être positif, puisque 26 pays disent s'engager aujourd'hui dans cette force de réassurance, que ce soit sur terre, dans les airs ou dans les mers, mais on ne sait pas de quelle manière. Alors, Emmanuel Macron l'a justifié en disant que pour des raisons de confidentialité, de sécurité, évidemment, on ne dévoile jamais sa stratégie militaire à l'ennemi, ce qu'on peut comprendre, mais il y a encore beaucoup d'inconnus, notamment ces troupes au sol qui seraient donc potentiellement, c'est ce qui avait été évoqué avant la conférence. Donc, en tout cas, Emmanuel Macron l'a dit tout à l'heure, ce serait très loin du front, ce serait plutôt du côté peut-être de Kiev, peut-être d'Odessa, mais voilà, il y a beaucoup de questions et pas de réponse très franche. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une force de maintien de la paix. Mais comme le disait Marc à l'instant, il n'est pas dit que Vladimir Poutine ne tente pas de tester cette force, qu'elle soit. Et surtout, ce n'est pas une force de maintien de la paix. Oui, c'est ça. C'est pas vrai. Parce que la force de maintien de la paix, c'était une autre hypothèse qui est faite, qui est celle de déployer des Chinois ou sous casque ONU, sous casque bleu ou sous statut OSCE, comme ça l'était après les accords de Minsk, le long des lignes de front. Là, justement, c'est pas une force de maintien de la paix. C'est une force qui est là pour garantir la sécurité de l'Ukraine. Et implicitement, effectivement, pour dissuader la Russie d'attaquer. Voilà. Mais c'est un statut très différent. D'où le fait qu'on rentre sur une zone extrêmement dangereuse, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est évident que les Russes vont la tester. L'autre question, en fait, c'est, on parlait tout à l'heure de l'application de cet engagement s'il y avait un cessez-le-feu, donc déjà c'est une grosse hypothèse, mais Volodymyr Zelensky l'a aussi dit tout à l'heure, c'est qu'il souhaite qu'il y ait une sorte d'accord contraignant, qui contraigne les pays qui s'engageraient dans cette voie, notamment via la voie parlementaire de chaque pays, c'est-à-dire que chaque parlement voterait un texte qui engagerait le pays donc à s'engager sur cette voie-là. Ça, c'est aussi une forme de réponse, ça on peut l'analyser comme cela, au trauma du mémorandum de Budapest de 1994, où le Royaume-Uni, entre autres, et les États-Unis s'étaient engagés à défendre l'Ukraine en cas d'agression, et en échange, l'Ukraine avait donné ses ogives nucléaires à la Russie. Aujourd'hui, l'Ukraine le dit clairement, le regrette amèrement. Le mémorandum de Budapest, ce n'est pas pour pinailler. Garantissait l'intégrité des frontières de l'Ukraine, mais n'obligeait pas à défendre l'Ukraine. C'est ça, tout est une question de mots. Ça finit comme ça. Et là, une des conditions, quand il y a eu les premières négociations entre les Russes et les Ukrainiens, après le début de l'opération à grande échelle à Istanbul au printemps 2022, une des conditions que mettait la Russie, c'est que de nouveau, il y aura un certain nombre de pays garants de l'intégrité de l'Ukraine, dont la Russie. Et mais avec en même temps, chacun a le droit de veto sur toute intervention militaire en cas d'attaque. Donc, ce qui voulait dire que la Russie se donnait le droit de tout faire. Donc, c'est pour ça qu'on rentre dans un truc très, très compliqué. Parce que ces forces de réassurance, qu'on comprenne bien, ces troupes, ce ne serait pas uniquement un déploiement de troupes de soldats au sol. D'ailleurs, l'Italie, qui fait partie des pays réticents, enfin en tout cas jusqu'ici, a clairement dit, Giorgia Meloni l'a dit tout à l'heure, qu'il n'y aura pas de troupes italiennes déployées, mais ça peut être de la surveillance, ça peut être aussi de la formation. C'est ça, cette force de réassurance. Ça peut être tout. Mais pour appeler un chat, le truc fondamental, c'est le signalement stratégique du déploiement au sol. Parce que qu'est-ce qui fait que, par exemple, le cessez-le-feu en Corée, dure depuis 1953, c'est jamais devenu une paix, mais il y a un cessez-le-feu, c'est parce qu'il y a les soldats américains au sol. Et que donc, s'il y a une attaque de la Corée du Nord, directement, elle attaque les soldats américains. Et donc là, c'est avoir des soldats au sol qui sont la garantie que, comme eux seront attaqués, les pays qui les ont envoyés seront obligés de réagir et obligés d'entrer en guerre. Et donc, ce n'est pas un article 5, mais ça revient à l'article 5, puisque ces pays qui entreront à ce moment-là en guerre pour défendre ces soldats sont tous des pays, dans l'écrasante majorité, ou tous des pays de l'OTAN, donc avec l'article 5. Donc on joue sur les mots, mais voilà, ça fait partie de l'opération, d'où le refus d'ailleurs de Poutine de cette force.
Alors on voit, hein, Julien le rappelait tout à l'heure, que évidemment les déclarations de Vladimir Poutine sont particulièrement offensives. Il rappelait hier que la Russie était à l'offensive sur tout le territoire ukrainien, même si c'est essentiellement dans le Donbass, dans l'Est, que les troupes russes ont progressé ces derniers mois. Vous disiez tout à l'heure, Marc, que finalement ces garanties de sécurité, toute cette agitation européenne, américaine dans une moindre mesure, ça pouvait avoir comme conséquence finalement d'accélérer davantage le tempo de la guerre plutôt que de faire que de marquer une pause. Accélérer le tempo de la guerre, mais surtout, c'est une raison de plus pour Poutine à pas signer un accord. Et de jouer la montre, encore une fois. Oui, de jouer la montre, parce que vous signez un accord de cessez-le-feu, on déploie une force occidentale. Bon, il est contre la force occidentale. Voilà, donc... ou mettre de nouvelles conditions à, donc c'est pour lui un prétexte rêvé pour continuer une guerre qui, comme tu le disais très bien, il n'a aucune envie d'arrêter. Donc voilà. Et on voit d'ailleurs qu'il fait mine de donner des gages de bonne volonté en proposant par exemple une rencontre à Moscou avec Volodymyr Zelensky, une rencontre dont il sait que de toute façon le président ukrainien la refusera. L'empereur qui concède à, etc. Et d'ailleurs Volodymyr Zelensky pourrait lui répondre qu'on pourrait faire la rencontre à La Haye. On le rappelle effectivement qu'il est sous mandat de la Cour pénale internationale. Ça, c'est sur le plan militaire. On sait que ça va être difficile de faire plier Vladimir Poutine. L'autre option, elle est économique. Julien, il y a cette arme des sanctions. Le président français l'évoquait tout à l'heure. Alors, il y a actuellement 18 trains de sanctions européennes. Sur cette coordination qu'évoquait le chef de l'État français avec les Américains, quelle pression supplémentaire pourrait venir de Washington sur Vladimir Poutine? Alors, on parlait tout à l'heure de forme de coalition militaire. On serait plutôt dans une espèce de coalition de sanctions économiques entre les Européens et les Américains. Emmanuel Macron était assez vague sur la question puisque les Européens réclament ces nouvelles sanctions de la part de Washington depuis plusieurs mois maintenant. Il a évoqué un travail, je cite, conjoint avec Washington, avec des mesures punitives qui contraindraient davantage l'économie russe. Il a notamment évoqué la question des importations d'hydrocarbures russes et notamment de pétrole russe. Et il a évoqué, c'est ce qu'Emmanuel Macron a dit tout à l'heure, le fait que deux pays membres de l'Union européenne, la Slovaquie et la Hongrie, importent toujours du pétrole russe et que cette situation devait s'arrêter puisque qui dit importer du pétrole russe finance indirectement, directement l'effort de guerre de la part de la Russie. Mais là, on est très hypocrite parce que nous, on achète du pétrole à l'Inde, dont on sait très bien qu'il vient de Russie. Par ailleurs, les Européens, à commencer par la France, restent des consommateurs de gaz naturel liquéfié qui vient de Russie. Voilà. Il y a une forme d'hypocrisie de la part de certains pays d'Europe. Donc, pour ce qui est de ces sanctions économiques, il y a aussi cette déclaration de Donald Trump qui est assez amusante, si je puis dire, ce soir. Il appelle, sur cette coordination, il appelle les Européens à faire pression sur la Chine. Or, il sait que les Européens vont avoir du mal à se passer de la Chine, Marc. Ben oui. Voilà, donc, c'est son seul moyen. Enfin, c'est quoi? C'est une manière de se défausser. C'est une manière de. Il a augmenté les tarifs douaniers avec l'Inde de 50% pour punir l'Inde de continuer à importer le pétrole russe. Et nous tous, qui à la fois soutenons un durcissement des sanctions contre la Russie, y compris des sanctions secondaires, on s'est tous lamentés du fait qu'avec ça, Trump a rejeté Narendra Modi dans les bras de Xi Jinping. Donc là-dessus, il y a une question de cohérence. Donc c'est, disons, le maniement des sanctions secondaires, puisque c'est ça. Pour le reste, les sanctions que peuvent faire les États-Unis sur la Russie sont très limitées. Les échanges entre les deux pays étaient déjà très limités, ils le sont encore plus. Donc la seule chose sont les sanctions secondaires. Les sanctions secondaires, avec des tarifs douaniers ahurissants et punitifs, ne sont pas une arme facile. Parce que les contre-coups sont absolument terribles. Idem pour les Européens par rapport à la Chine. Okay. Donc, on peut objectivement pas faire grand-chose. Rapidement, il ne reste que très peu de temps, mais qu'est-ce que pourrait faire Donald Trump vraiment pour taper du poing sur la table et qui pourrait peut-être changer la donne, hormis ces sanctions? Déjà, donner beaucoup plus d'armes, parce que c'est la meilleure des dissuasions. La meilleure des garanties de sécurité pour l'Ukraine, c'est son armée, c'est le fait qu'elle puisse non seulement résister, mais gagner la guerre. Et une autre chose que peuvent faire les Européens, c'est les avoirs russes. On utilise leurs intérêts pour des armes pour l'Ukraine, mais il y a quand même, rien que dans les pays européens, 200 milliards et quelques d'avoirs russes gelés,
eh ben, on peut les saisir pour les donner à l'Ukraine, ce qui permettrait juridiquement d'être irréprochable en tant qu'avance sur les futurs dommages de guerre que payerait la Russie après une paix, etc. Mais pour le moment, il y a un certain nombre d'Européens, à commencer par Kaja Kallas, qui sont pour, mais une majorité de gouvernements européens, dont d'ailleurs celui de la France, est contre. Or ça, 200 milliards, c'est beaucoup. C'est quand même beaucoup d'armes pour l'Ukraine. Merci beaucoup Marc Semo. Merci à vous Julien Cheïda. On va plus loin, c'est fini pour aujourd'hui. L'essentiel, en revanche, continue. À tout de suite.